Est-ce que Airbus est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action qui est au plus haut depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis toujours. Bon, est-ce qu'il y a encore du potentiel vu que là on est proche, on est au plus haut? On va essayer de trouver ça, de voir ça ensemble. Allez, alors croissance du chiffre d'affaires, médiane 4,8%. Actuellement, on fait du 5,12%. Bon, on est sur un fonds de croissance qui est sympathique. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête pour Airbus, c'est le carnet de commandes. Donc là, on l'a pas, je crois pas qu'on l'ait sur Coifin. Orders, peut-être qu'on l'a, non. Ou Book, je pense pas qu'on ait, on ait le carnet de commandes ici. Donc il faut aller voir séparément les publications d'entreprise. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que le carnet de commandes de Airbus, il est plein à craquer, évidemment, avec les hausses des budgets de défense, évidemment, puisqu'Airbus a une activité militaire, mais également la demande, la forte demande du côté de l'aviation civile. Donc en fait, là, c'est plutôt une problématique de comment délivrer le carnet de commandes plus que comment engranger les commandes, hein. Il y a aucun souci là-dessus, Airbus a une énorme visibilité. Donc j'ai écouté le conference call, de mémoire, il disait 8 000 unités en carnet de commande, hein. Donc en fait, ils ont plus de 10 ans de visibilité. Le problème maintenant, c'est comment est-ce qu'on va délivrer ce carnet de commandes? Donc là, c'est monter en cadence de production. Au niveau des acquisitions, on a 4 milliards, ce qui est quasiment rien. Donc c'est de la croissance organique. Donc là, on voit que ça décélère un petit peu, mais moi je ne fais aucun souci sur le fait que ça va réaccélérer assez violemment dans les prochains trimestres. Donc croissance en vue. Au niveau des taux de marge, depuis 10 ans, on a légèrement monté les taux de marge, ce qui est quand même positif. Bon, évidemment, ici, vous doutez pourquoi il y a un trou d'air, hein, mais ça, c'est l'exceptionnel, ça n'a rien à voir avec la gestion de l'entreprise. Ce qu'on peut constater, c'est que globalement, c'est en hausse. Airbus, après, c'est un duopole avec, en gros, il y a quand même d'autres acteurs. Il y a Embraer, par exemple. Mais bon, il y a aussi les Chinois qui commencent à arriver, mais ça reste un duopole, hein, avec Boeing. Donc, on gagne, on gratte des parts de marché, grâce aux difficultés de Boeing d'ailleurs, et ça se voit sur les taux de marge. Donc, légère hausse des taux de marge bruts. En fait, la hausse du taux de marge brut entraîne le taux de marge d'EBITDA, et en plus, alors je pense que le taux de marge net a l'air d'augmenter légèrement plus vite sur la dernière publication. Peut-être qu'il y a du résultat financier aussi ou de l'exceptionnel qui est un peu gonflé ce résultat net. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que c'est en amélioration assez intéressante. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est très, très bien géré. Au niveau des free cash flow, là, évidemment, c'est pas la même chose. Mais on peut s'en douter, hein. On est sur une boîte qui continue à faire de la croissance organique, et son problème, c'est qu'elle a trop de commandes. Comment les délivrer? Bah, il faut augmenter la dimension, la taille de l'appareil de production. Et ça passe comment? Ça passe par où? Des dépenses en capital. Donc, on va aller voir ça après. Et donc, dépenses en capital élevées, ça veut dire bien free cash flow qui sont bas. Donc, le problème d'Airbus, ça va être qu'il n'y aura pas de free cash flow. Mais vous êtes sur une société de croissance. Donc, sur une société de croissance, il y a pas de free cash flow, c'est normal. Après, est-ce que il faut que ça soit, éternellement comme ça? Bah, il vaut mieux pas. Il vaut mieux à un certain stade, quand le marché est mature, aller vers une boîte qui commence à générer du free cash flow. Mais là, le marché, en fait, est loin d'être mature. Pourtant, c'est une boîte qui est énorme, hein, 148 milliards de market cap, c'est quand même pas mal, hein, c'est déjà solide. Donc, bon, mais en fait, il reste un boulevard de croissance, encore sur Airbus, il reste de la croissance organique. Donc, là, en tant qu'actionnaire, il ne faut pas s'attendre à avoir du free cash flow, et il ne faut pas y aller pour le court terme, hein. C'est une histoire de très long terme, hein, Airbus. Allez, ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, ben voilà, hein, c'est le reflet de ce que je viens de dire. On a moitié moins, voire encore un peu moins de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, ici, on sait ce qui s'est passé. Bon, l'écart, est-ce qu'il s'agrandit? Faut voir. Là, ça a l'air assez constant, l'écart. Bon, donc pour valoriser l'entreprise, entre le résultat net et les free cash flow, il vaudra mieux utiliser les free cash flow, et ça va donner une valorisation très pessimiste, hein. C'est-à-dire qu'en price to free cash flow, ça va être énorme comme valorisation. C'est peut-être pas le bon multiple non plus. Donc ni les résultats nets, ni le free cash flow, à mon avis, il faudra regarder plutôt en valeur d'entreprise sur EBITDA. On va aller voir ça après. Au niveau du BFR négatif, fantastique. Donc ça, c'est trop bien. Donc c'est une entreprise qui fait de l'ingénierie. En réalité, bon, ils produisent aussi, hein, mais ils sont payés en amont par leurs clients. En tout cas, ils ont des acomptes
Et donc, ce sont les clients qui payent les opérations BFR négatif. Donc, ça veut dire qu'Airbus n'a pas besoin d'immobiliser de cash pour faire tourner les opérations. C'est une situation qui est très avantageuse. Et puis, on s'en doute, hein, vu la taille de la boîte, c'est normal qu'ils peuvent imposer les délais de paiement à leurs fournisseurs tout en imposant les délais de paiement à leurs clients, hein, les compagnies aériennes ou les compagnies qui font du leasing. Donc, ils sont en situation de force dans la chaîne de valeur. C'est eux, c'est le maillon le plus fort, hein, dans la chaîne de valeur, c'est celui qui a le plus de force dans l'apport de force. Donc, entre les fournisseurs et les clients. Donc, pas de problème, ils gèrent ça très, très bien. Est-ce que ce BFR évolue favorablement? Alors ça se dégrade en revanche, hein. Depuis 10 ans, on a cumulé 23,5 milliards de variations positives du BFR. Ça veut dire que cette situation de BFR négatif se dégrade, hein. Peut-être qu'on va repasser en positif. Donc pour l'instant, il y a encore 6 milliards de marge à voir par la suite. Ensuite, au niveau de la dépense en capital et des dépréciations amortissements, on voit que les CAPEX sont supérieurs aux dépréciations amortissements. Il n'y a pas de mystère, hein. On doit délivrer, on doit produire, donc il faut augmenter l'appareil de production. Donc ça passe par des CAPEX supérieurs aux dépréciations amortissements. La règle, c'est que on a à peu près, si vous avez autant de CAPEX que de dépréciation amortissement, vous maintenez votre appareil productif. C'est-à-dire que vous compensez la dépréciation, donc vous continuez à le maintenir en état. Si vous avez des CAPEX qui sont supérieurs, là, ça veut dire que vous agrandissez votre appareil de production. Bien, on a 40 milliards en négatif de other non-cash items. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Du coup, ça c'est cash, hein, comme dépense, vu que c'est en négatif. Alors, aucune idée de quoi il s'agit. Allez voir une tableau de flux de trésorerie. Ce qu'on peut se dire, hein, je l'ai dit précédemment, entre résultat net et free cash flow, il vaut mieux prendre free cash flow, mais si vous prenez free cash flow, la valorisation sera ultra, ultra pessimiste, hein. Bon, la rentabilité opérationnelle maintenant. Hop, on a un rendement du capital investi. Honnêtement, c'est solide, je trouve. 10%, 10,5%, 10,3%. On est dessus là, actuellement, sur la médiane. C'est solide, hein, c'est intensif en capital comme activité, mais 10%, c'est quand même pas mal, hein, c'est très très bien. Donc, bonne rentabilité. Pour l'instant, c'est une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique, donc on peut s'autofinancer sans problème. Si la croissance se met à accélérer assez lourdement, là, il va falloir peut-être commencer à s'endetter parce que la rentabilité ne suffira pas. L'autofinancement ne suffira pas en fait pour faire la croissance, pour financer la croissance. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra s'endetter. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est sous contrôle. Ensuite, l'endettement. Hop, on est passé. Alors, on flirte avec une situation de trésorerie nette, mais pour l'instant, on est en dette nette, en situation de dette nette, 1,4 milliard, ce qui est absolument rien comparé à l'EBITDA. Donc, pas d'endettement à signaler pour l'instant. À voir par la suite si ça se dégrade un petit peu, si l'endettement commence à monter. Mais je pense que pour l'instant, ça reste très soutenable. Enfin, ça reste négligeable, hein, comme dette, pas de problème. C'est la moitié des free cash flow. Bon, donc il n'y a pas de souci sur l'endettement. Au niveau de la rémunération de l'actionnaire. Alors, bon, les free cash flow, vous voyez, hein, c'est en dents de scie. Normal, hein, dépenses en capital élevé, il n'y a pas de free cash flow. En médiane, on peut se prendre. La médiane, c'est 1,4 milliard. Peut-être si on prend une médiane 3 ans, c'est 2 milliards, 2,7 milliards. Voilà, bon, prenons 2,5 milliards, là, ce qu'on a actuellement, contre un dividende de 2,3 milliards. C'est tendu, hein, au niveau du dividende, là. C'est peut-être aussi ça qui va faire monter l'endettement, hein. Si on continue à verser un dividende à ce niveau, on va falloir s'endetter pour le verser. Parce que les free cash flow ne sont pas suffisants pour couvrir ces dividendes. Donc, si vous êtes actionnaire ou si vous êtes intéressé par Airbus, faites une croix sur le dividende. Si on veut de la croissance, il n'y aura pas de dividende parce que ça mange trop de free cash flow et on a besoin du cash pour financer les opérations. Donc, en fait, le cash flow opérationnel va baisser si on fait les CAPEX et donc les free cash flow également. Alors, le cash flow opérationnel, si on fait des dépenses en capital, même si on maintient les cash flow opérationnels, si on fait la dépense en capital qui augmente, eh ben, les free cash flow vont baisser. Voilà. Donc, si les free cash flow continuent à rester assez faibles, on ne peut pas verser ce dividende-là. En plus, le rendement est plutôt négligeable, 1,7%. Donc, en fait, on est passé d'une boîte qui était plutôt pépère, un peu molle, bon, tranquille, il y a un peu de croissance, croissance organique assez faible, donc du coup, on dégageait un peu de free cash flow. Quoique, en fait, on n'a jamais vraiment dégagé du free cash flow. Bon, ils ont quand même versé du dividende, mais on a changé de profil maintenant, hein. Maintenant, on est passé sur une boîte de croissance. Donc, terminer les free cash flow, ils vont rester faibles et le dividende, il va rester faible et on ne va pas sur Airbus pour le dividende. Ensuite, on va regarder ce qui se passe en termes de valorisation. Bon, mettons-nous en valeur, on va regarder tous les multiples. Voilà.
Comme ça, hop. En valeur entreprise sur EBITDA, actuellement, on a 19,3. La médiane, c'est 14,8. Mais cette médiane, elle englobe une période différente où il n'y avait pas le même profil de croissance. Maintenant, on est sur un nouveau paradigme, j'ai envie de dire, avec une forte croissance avec une croissance qui s'accélère. Donc, le multiple, bah, c'est difficile de se positionner sur un multiple, on va dire long terme, puisque le long terme, il ne prend pas en compte la nouvelle réalité. Même un multiple à court terme, à mon avis, ne prend pas en compte la croissance qui arrive. En termes de PE, on est sur la moyenne. Non, ouais, on est sur la médiane quasiment. Alors, médiane 3 ans, voire médiane 5 ans. En termes de free cash flow, vous voyez, hein, il n'y a pas de free cash flow, on est à 60. Donc, bon, on peut ignorer les free cash flow pour valoriser l'entreprise, hein. Il faut prendre soit le PER, soit, mais dans ce cas-là, c'est un peu trop optimiste, soit la valeur entreprise sur EBITDA. Moi, je pense que c'est le multiple le plus pertinent. Voilà, 19,3, donc c'est cher, mais il y a de la croissance. Si on regarde en forward, c'est-à-dire sur l'EBITDA des 12 prochains mois, bon, c'est un peu plus raisonnable. Après, on peut regarder en forward 24 mois, hein. Le NTM ici, c'est 12 prochains mois. Si on regarde, on peut regarder en 24 prochains mois. Alors, j'ai pas donné ici, mais ça donne un multiple plus bas, effectivement, parce que les analystes projettent de la croissance de l'EBITDA. Bon, on est un peu surcoté par rapport au multiple 12 prochains mois, mais pas tant que ça, il y a de la croissance. Dernier point pour valoriser l'entreprise, on peut regarder face aux concurrents. On va mettre Boeing, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, j'ai envie de mettre Lockheed Martin, mais c'est plutôt c'est militaire quand même, hein. Donc je ne sais pas si c'est exactement comparable. Alors Lockheed, je ne sais même pas comment c'est écrit. Comme ceci, voilà. On peut mettre Embraer aussi, mais ça sera très faiblement valorisé à mon avis. Hop, vu que c'est brésilien. Alors, si vous regardez, en market cap, en market cap, Boeing, c'est bah, j'ai pas la market cap de Airbus. Bon, malheureusement, bon, la market cap d'Airbus, elle a 148 milliards ici. Bon, ça c'est comparable, puisque là c'est en dollars US, hein. Donc c'est comparable à du Boeing. Voilà, c'est à peu près équivalent. C'est à peu près un peu plus gros quand même que du Lockheed Martin. En valorisation, on voit que Boeing a des problèmes en fait, hein. L'EBITDA est très faible, donc c'est pour ça que le multiple, et à mon avis, ils ont même fait un EBITDA négatif. Le multiple, du coup, il est pas disponible parce que l'EBITDA est négatif. Donc on peut ignorer Boeing même pour la valorisation. Bon, Airbus, c'est un peu plus cher que du Lockheed Martin et du Embraer. Mais bon, Embraer, c'est brésilien, donc c'est peut-être pas comparable. Bon, tout ça pour dire qu'en termes de valorisation, on est plus sur une valorisation sur le passé, hein. Maintenant, sur les 12 derniers mois, on est sur une boîte de croissance, donc la valorisation, elle va se passer sur les prochains mois. Si on peut prendre aussi en compte la croissance des bénéfices, si vous regardez, donc on a EPS, on peut faire comme ça, comme ceci, hein, basic EPS, on prend ça, hop, et on peut faire en year on year growth. En fait, voilà, c'est compliqué à lire. C'est compliqué à lire, on peut peut-être mettre une médiane. Si on met une médiane ici, sur le long terme, Airbus, sur 10 ans, croissance des bénéfices, à peu près 10%. Vous rajoutez le dividende, mais à mon avis, il va sauter. Je pense qu'on va prendre une croissance des bénéfices en augmentation. Bon, bah moi je vous dis que sur du Airbus, il faut y aller sur du long terme, si on est intéressé évidemment, et si on a fait ses propres analyses, ses propres recherches. Le multiple est élevé, pas tant que ça, mais un peu élevé, mais vous avez de la croissance qui va accélérer. Et vous pouvez compter sur une croissance des bénéfices de 10%, je pense, c'est raisonnable, c'est même plutôt conservateur. Donc voilà, sur Airbus, on peut faire du 10% annualisé sur le long terme. À court terme, on ne sait pas, hein, il peut y avoir des problèmes, mais je rappelle, en bourse, sur le court terme, ça va être l'expansion des multiples, sur le long terme, ça va être la croissance des bénéfices. Et si vous avez les deux, bah, c'est double effet qui se coule, donc vous avez une meilleure performance encore. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.